Il y a des gens, quand tu les vois débarquer, tu sais d'avance que tu vas avoir des problèmes. Genre Élise Lucet ou Noël Godin, le chef des brigades pâtissières. Des tueurs à gages, dont la cible favorite est un philosophe, Bernard-Henri Lévy. Il en a pris 8. La première, c'est en 85, et sa réaction a détruit son image publique. Il devient alors la cible de moqueries et parodies qui s'amplifient à l'arrivée d'Internet. Si bien qu'aujourd'hui, c'est le philosophe le plus détesté de France. Ok, mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? De se mettre en scène comme le défenseur des peuples, chemise grande ouverte, en provoquant d'innombrables guerres. Bosnie, Libye, Syrie, il y en a plus d'une dizaine, accusés de tordre la réalité pour faire pression sur les politiques. Et ça, il le fait depuis tout jeune. Ouais, c'est une vraie photo. Mais pourquoi on ne l'étudie pas au lycée ? Pourquoi le citer dans une dissertation scolaire est, pour ainsi dire, interdit ? Sa réputation dans les milieux universitaires est exécrable. Et la vérité, c'est qu'il l'a cherché. Lui et tout son groupe de potes. Parce que oui, il a été à la tête d'un mouvement qui a rassemblé les intellectuels les plus détestés de France. Saito, te retourne pas, mais je crois que des voitures nous observent. Ça, c'est encore un coup de notre ennemi, Ackerman. Prépare-toi à te battre, Mélie. Transformation. Ouais, non, tu sais quoi, je vais plutôt utiliser CyberGhost VPN en fait. Ouais, je pense aussi. Mais pourquoi je me prends la tête ? C'est les leaders de la cybersécurité. 38 millions d'utilisateurs qui profitent de leur réseau privé 100% sécurisé. Les gens pensent que le mode incognito protège leur vie privée, mais il y a rien de plus faux. Même comme ça, on vous observe. Si vous voulez une vraie protection, faut activer CyberGhost VPN avant de naviguer. Ils cryptent et redirigent 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé. Et une fois à l'abri des regards, on peut profiter du catalogue complet d'une quarantaine de services de streaming, genre Netflix ou Disney+. Pas besoin de pouvoir magique. En un clic, on change la localisation et on contourne les géorestrictions. Internet n'a plus aucune limite. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français. Même les courses auto en Belgique. Et tout ça en faisant des économies. En Argentine, Disney Plus est à 2,80€, Spotify 1,50€. Et si vous hésitez, c'est garanti, satisfait ou remboursé sur 45 jours. Et pour couronner le tout, en ce moment, il y a une super promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. On peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, PC, mobile, console ou Smart TV, pour seulement 2€ par mois. Et avec ça, je vois pas comment on peut encore hésiter. Cliquez sur le lien en description, il y a toutes les infos. Les nouveaux philosophes. En 73, un écrivain russe contourne la censure pour publier L'archipel du Goulag, une investigation révélant la violence du système soviétique. C'est un électrochoc qui inspire toute une série de livres, dont un qui perce en 77, La barbarie à visage humain, la première publication de BHL. Une critique de l'URSS, mais surtout des universitaires. Forcément, en face, on apprécie moyennement. Gilles Deleuze, cible principale du bouquin, va se fendre d'une réponse meurtrière. Plus le contenu de pensée est faible, plus le penseur prend d'importance. À la même période, sort Contre la nouvelle philosophie, un essai à charge qui conduit à un octogone sans règles en mai 77. Comprendre que la nouvelle philosophie procède par amalgame, dénaturation de texte, triturage dans tous les sens, coup de force, mépris du public, mépris de tout le monde. C'est des philosophes, alors ça reste très poli. Mais devant 5 millions de téléspectateurs, BHL se fait humilier. Et ça l'a rendu populaire, ce qui était son but. Juste avant l'émission, il répétait « Nous allons faire un carton, vous allez voir, nous allons faire un carton ». Parce que oui, c'est un éditeur. Il est pas là pour gagner le débat, mais pour vendre sa nouvelle collection. Chemise ouverte, il se présente comme un anti-système. Sa prise de parole est calibrée, remplie de phrases choc pour créer du drama et séduire son public. Un tweetos avant l'heure. Aujourd'hui, sa réputation est faite et ça s'améliore pas. En 2010, il critique Emmanuel Kant en s'appuyant sur les conférences d'un philosophe qui n'existe pas. Il a sauté à pieds joints dans un canular. Mais si tout le monde sait qu'il est incompétent, et qu'en plus le grand public le déteste, pourquoi on continue de le voir à la télé ? Je sais qu'il a beaucoup de relations, un véritable empire éditorial qui lui donne une grande légitimité auprès des journalistes, mais ça peut pas suffire, si ? Non, son succès, il le doit beaucoup à la très décriée philosophie médiatique. Vous la connaissez très bien, elle est partout, de Michel Onfray à Alain Finkielkraut. Ouvrez leur page Wikipédia et jetez un coup d'œil à la longue liste, non exhaustive, des controverses. Ça vous donne une vague idée de pourquoi il se fait aggro en pleine rue. Taisez-vous !
connard. Ok, mais dans ce cas, c'est quoi les points communs entre nos trois mousquetaires? Attends, on n'a pas encore parlé de D'Artagnan, Raphaël Enthoven, qui a défié ChatGPT au bac de philo. Il aime beaucoup les joueurs de jeux vidéo, la preuve. Cette image est pathétique, ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. Le souci, c'est qu'ils ont forgé l'image qu'on a de la philo aujourd'hui. Une discipline inutile, où on s'écoute parler avec des mots compliqués. Ce qui est bien entendu faux. En sciences, en art ou en politique, les grands penseurs ont forgé nos civilisations. Et il y en a toujours aujourd'hui, même si on les voit pas à la télé. Par contre, oui, la philo, c'est pire que le YouTube game. Battle rhétorique, drama, harcèlement, persécution. Aujourd'hui, avec Saito, on parcourt 2500 ans d'histoire à la recherche du philosophe le plus détesté. Et j'annonce, BHL ne mérite pas ce titre. Dans les années 70, il y avait des tribunes publiques pour que les adultes puissent faire des choses aux enfants. Ouais, ce genre de choses. Et parmi les signataires, on trouvait un célèbre couple de philosophes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Deux penseurs du siècle précédent qui ont contribué à l'existentialisme, un courant qui, en très résumé, affirme qu'on est les acteurs de nos propres vies. La première, on lui doit le deuxième sexe, œuvre majeure du féminisme. Et le second, vous le connaissez sans doute plus pour cette phrase: L'enfer, c'est l'autre. Leur héritage monumental est entaché par leurs dérives mutuelles. Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire, plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Si vous n'avez pas compris, elle repérait des élèves mignonnes en cours, les attirait dans son lit, puis les offrait à son mari. Des relations qu'elle a elle-même racontées dans ses romans. C'est pas la seule polémique qui plane sur le couple. Accusations d'attentionnisme, voire de collaboration pendant la guerre, racisme ou apologie du goulag. Ouais, les philosophes aussi ont leur casserole, ce qui peut les rendre détestables. Genre Rousseau, un brin paranoïaque, narcissique, le mec était imbuvable. Il y a qu'à lire l'intro de son autobiographie. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi seul. De base, ça irrite, mais il y a pire pour ses contemporains. Rousseau se place en grand donneur de leçons et écrit un livre consacré à l'éducation des enfants. Il y en a eu 5, il les a tous abandonnés. Ce qui lui vaudra d'ailleurs une pique de Voltaire. Pour être honnête, c'était courant à l'époque. Et s'il s'était pas ainsi vanté de détenir la bonne méthode éducative, on ne lui aurait sans doute pas reproché. Ah oui, d'ailleurs aussi, sa réponse catastrophique, je vous la mets à l'écran. Plus grave, on a Louis Althusser, philosophe très apprécié dans les années 60, devenu haïssable en 80 lorsqu'il a assassiné sa femme. Selon lui, il a eu une crise de démence, ou alors une enfance difficile, ou pas, ou alors c'est elle qui lui avait demandé. Bon, sa ligne n'est pas claire, mais ça va marcher. Ses amis philosophes et ses élèves se pressent pour le défendre, certains avec des propos d'une grande élégance. Elle lui pompait l'air, il l'asphyxia sous un oreiller pour la sauver de l'angoisse qui l'asphyxiait lui. Grâce à ses nombreux soutiens, il échappe à la garde à vue avant d'écoper d'un non-lieu. Son impunité totale scandalise dans le monde, elle a même été dénoncée au Canada dans un ouvrage qui a dû attendre 2023 pour être édité en France. Autre nom qui revient beaucoup du côté anglophone, Michel Foucault. Lui a été détesté pendant sa scolarité pour avoir été le maxeur originel. L'accusation qu'on voit souvent passer sur internet est terrible, avoir volontairement transmis le sida à des gens. Rien ne l'atteste, c'est basé sur une théorie fumiste d'un américain, contredit par des faits, mais reprise par d'autres. C'est pas le seul à avoir eu le droit à des dramas imaginaires. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, a été accusé d'avoir abandonné ses sœurs lors de l'arrivée du moustachu. Bon, c'est pas totalement vrai, mais des raisons de le détester, on en a. Ne serait-ce que la promotion de drogue qui a causé la mort d'un de ses proches, ou ses théories qui ont dégradé l'image de la femme. Tout ça sans parler de ses kinks sur les mamans. J'ai pire. Ludwig Wittgenstein, accusé d'être secrètement responsable de la Shoah. Attends, il était juif, non ? Justement, il a été dans la même école que le moustachu. Les deux avaient 6 jours d'écart, mais si le premier, issu d'une des plus prestigieuses familles autrichiennes, a sauté une classe, le second a redoublé. Ça aurait créé un ressentiment qui a conduit à la solution finale. Et en plus, c'était un espion soviétique. Oui, bon, là encore, il n'y avait pas besoin d'inventer. Wittgenstein, il en a aussi des casseroles. Quand il était instituteur, il a tiré l'oreille d'une gamine si fort qu'elle en a saigné. Ça a fini en procès, mais il s'en est tiré grâce à son prestige. Parce que déjà à l'époque, c'était pas n'importe qui. Médaillé de guerre et philosophe brillant, mais détesté.
La raison, son premier ouvrage avait pour but de tuer la discipline. Il était très fier de n'avoir lu aucun de ses contemporains, car à ses yeux, ils ne construisaient rien, ils ne font que jouer avec les mots. Notre langue étant inadaptée à saisir la complexité du monde. Donc, pour régler tous les problèmes philosophiques, il y a une solution avec laquelle il conclut son bouquin. Ce dont on ne doit pas parler, il faut le taire. En clair, fermez-la tous. Merci. Puis il applique son conseil et se barre au fin fond de la campagne, avant de revenir pour soutenir sa thèse avec un commentaire à l'attention du jury. Ne vous en faites pas, je sais que vous n'y comprendrez jamais rien. Mais bon, mec est brillant, donc ça passe, il devient prof à l'université, et ne fait pas cours. Il préfère aller mater des westerns que bosser. Puis il abandonne tout en 40 quand la guerre éclate pour bosser dans un hôpital. Et malgré tout ça, il s'impose comme l'un des philosophes les plus influents du XXe siècle. Respect. Oh, j'ai une remontada bien plus impressionnante. Arthur Schopenhauer, ayant marqué de son empreinte littérature, musique, science et philosophie. Alors que c'était un sale con que tout le monde voulait voir crever de son vivant. Déjà, au niveau personnel, il a poussé une femme dans un escalier parce qu'elle passait trop souvent sur le palier de son appartement, et il s'en est vanté. Je ne l'ai pas traité de garce et de vieille créature, mais une seule fois, comme sujet de prédicat, de vieille garce. Faut dire qu'il détestait la femme. Dans ses textes publiés, on trouve souvent ce genre de vanne. Elles sont comme des miroirs, elles réfléchissent, mais ne pensent pas. Et c'est qu'un exemple. En vérité, cette haine est née de sa frustration, de son incapacité à réaliser ses désirs. Quant aux femmes, je leur étais très favorable. Enfin, si seulement elles avaient voulu de moi. Derrière ces horreurs se cache un homme profondément triste. Paranoïaque, dépressif, pessimiste, il n'a jamais connu l'amour. Pas même familial. Ça lui a inspiré une pensée noire qu'on résume souvent en cette citation. La vie oscille comme une pendule, de la souffrance à l'ennui. Soit on souffre parce qu'on désire quelque chose sans l'obtenir, alors on est frustré, soit on s'ennuie parce qu'on est comblé. Le bonheur n'existe pas et n'existera jamais. Mais étonnamment, c'est pas ça qui fait que Schopenhauer a eu de son vivant une réputation aussi horrible, mais plutôt son comportement avec les autres philosophes. Il adorait se battre, verbalement. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage indispensable pour toutes celles et ceux qui aiment débattre, L'art d'avoir toujours raison, qui présente une quarantaine de stratagèmes, dont certains particulièrement vicieux. Tu nous lirais bien un exemple. Le dernier, son ultime stratagème, qui t'assure de gagner et de te faire détester. Lorsqu'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Ça consiste à passer du sujet de la dispute, qu'on a perdu, au débatteur lui-même en attaquant sa personne. Et là, tu comprends mieux pourquoi il s'est imposé comme l'un des plus grands clasheurs de la philosophie. Schopenhauer était persuadé d'être l'héritier légitime d'Emmanuel Kant, et à ce titre, il s'attaquait aux autres avec violence. Sa cible principale, c'est Hegel, qu'il désigne comme charlatan plat, inepte, détestable, répugnant et ignorant. Il est tellement convaincu de lui être supérieur que lorsqu'il décroche un poste dans la même université, il cale tous ses cours à la même heure pour lui voler tous ses étudiants sur une durée de 12 ans. Il y répète qu'Hegel est un faux philosophe, creux et sans intérêt, qu'il sera bien vite oublié et que lui et ses collègues ont épuisé la capacité de réflexion de leur temps par des discours barbares et mystérieux, puis l'ont détourné de la philosophie et en ont discrédité l'étude. Et forcément, il se tape le beat du siècle. Alors que 200 élèves assistent au cours du très populaire Hegel, lui n'en a que 5. Schopenhauer passe pour le fou du bus et s'enfonce encore plus dans la solitude, répétant à qui veut l'entendre que Hegel n'est ni un penseur ni un philosophe, pas même un sophiste. Eux, je les connais, c'est les sophistes. Je les ai vus en cours au lycée. C'était un peu des pseudo-philosophes détestés, non? Les ancêtres de BHL un peu. Oula, non, mais je sais pourquoi tu dis ça. C'est souvent utilisé comme une insulte qu'on jette à la tronche de ses adversaires. Tout ça à cause de l'aigri originel de la philosophie. Platon, un monument historique, et c'était clairement pas un saint. Sa grande utopie se base sur la censure de livres corrupteurs pour la jeunesse, l'interdiction de musique exprimant la joie ou la tristesse, l'interdiction des poissons et des sauces, et tout un tas d'autres règles questionnables.
Il a cherché à appliquer ses principes en brûlant les œuvres d'autres philosophes qu'il n'aimait pas. Et ses plus grands adversaires, c'est les sophistes. Des voleurs qui font payer leur cours d'art de la persuasion, destinés à avoir raison, même si l'on ment. Il les met en scène dans ses dialogues, des œuvres où son maître Socrate les affronte et les humilie. Les sophistes y passent pour les plus grands teubés de l'histoire, si bien que 2500 ans après, ils sont toujours détestés. D'autant plus que son élève, Aristote, enfonce le clou, désignant les raisonnements faux ayant l'apparence du vrai comme des sophismes. Mais ils pensaient quoi en vrai? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre la foudre comme ça? Si une partie des sources affirme qu'ils étaient riches et admirés, qu'on venait de loin pour assister à leurs cours, on en sait assez peu sur leurs enseignements. Mais après 2 millénaires de haine, la recherche va plutôt dans le sens de leur réhabilitation. Les sophistes étaient très en avance, théoriciens de l'éducation, penseurs d'une véritable démocratie, précurseurs de la sociologie. Seulement, ils ont commis l'erreur d'être relativistes. Comme le dit Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. En simplifié, c'est nous qui donnons de la valeur et un sens à ce qui nous entoure. C'est ça que Platon combattait, lui qui exaltait l'universel. Et il n'était pas le seul. De Protagoras, un des plus reconnus, il ne reste que des fragments. Tout aurait été brûlé après qu'ils aient osé nier l'existence des dieux. Encore aujourd'hui, le relativisme, c'est mal vu. Dire que tout est une construction sociale, que rien n'est absolu, c'est polémique assurée. Comme a pu l'expérimenter Paul Feyerabend. Lui n'a pas défié quelques philosophe, il s'est fait détester en devenant le pire ennemi de la science. C'est le concepteur de l'anarchisme méthodologique, se résumant en une expression, tout est bon. Il n'y a aucune idée qui soit objectivement mauvaise et toutes méritent d'être écoutées. Les mathématiques ne sont pas supérieures au vaudou. 30 ans après sa disparition, sa pensée est toujours moquée ou combattue, parce que reprise par un paquet d'illuminés qui ont mal compris et déforment ses discours à leur avantage. Car lui ne voulait pas rejeter la science, mais la pousser à se remettre en question, de faire attention aux idoles, fausses images et croyances. Ce qu'il combattait en réalité, c'était le scientisme. La science est une idéologie parmi d'autres qui doit être séparée de l'État au même titre que la religion. Son but était seulement de casser les codes et de repenser la méthodologie scientifique pour laisser libre cours à toutes les théories nécessaires au progrès, même si parfois on s'y perd. Après, s'attaquer à la science, ça reste petit bras comparé à ce qu'a fait Diogène. L'une des plus grandes stars de l'Antiquité, citée dans plus de 700 textes, et on le connaît tous comme le clodo dans le tonneau. Alors, factuellement, les tonneaux n'existaient pas à l'époque, c'était plutôt une jarre à grains selon les historiens. Bon ok, le clochard dans la jarre, connu pour sa rencontre avec Alexandre le Grand. Ce dernier venait lui demander de rejoindre sa cour. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ôte-toi de mon soleil. Ce n'est là que l'une des très nombreuses anecdotes sur lui. Par exemple, un jour qu'il avait été vendu comme esclave, on lui a demandé ce qu'il savait faire. Commandez, vends-moi à quelqu'un qui cherche un maître. Et forcément, il aimait la bagarre philosophique. Tiens, il serait tombé une fois sur un gars qui affirmait que le mouvement n'existait pas. Donc il a tourné autour, puis il est parti. Et comme il a vécu à la même époque que Platon, il y a eu des clashs. Ce dernier l'appelait le Socrate fou, et il lui répondait en le surnommant l'intarissable bavard. Ça a été plus long, Platon, lors d'un cours, avait défini l'homme comme un bipède sans plumes. Diogène a alors débarqué avec un coq déplumé. Voici l'homme de Platon. Mais au final, hormis ces anecdotes, lui non plus, on n'en sait pas grand chose. Il aurait écrit 13 traités et 7 tragédies, mais c'était tellement scandaleux que tout a disparu. Pour cause, il a incarné une contre-culture grecque promouvant égalité homme-femme, liberté sexuelle totale, athéisme, anarchisme, suppression de l'armée et de l'argent. Pas étonnant qu'il ait fini censuré. Et il a eu un héritier spirituel, plus récent, mais tout aussi caustique, Nietzsche. Le philosophe préféré des ados qui s'imagine tout détruire en philosophant à coups de marteau. Lui s'est fâché avec le monde entier, insultant à la volée dans ses œuvres tous les grands philosophes ou artistes qui lui passaient sous la main, y compris Schopenhauer, dont il s'est pourtant inspiré. Il serait tombé malade, devenu pessimiste sans ses ennemis, sans Hegel, sans la femme, sans la sensualité. Son obsession, c'est la chrétienté. Presque tous les maux de l'Europe viennent de cette religion qui créerait du ressentiment et nous affaiblirait. Il en fait donc son ennemi avec une phrase restée célèbre. Dieu est mort. Mais il ne s'agit pas de la convaincre sur le plan des idées.
c'est inutile. On ne réfute pas le christianisme, tout comme on ne réfute pas une maladie des yeux. Il se pose donc en médecin philosophe, venant avec son marteau vérifier les réflexes moteurs, mais aussi faire teinter nos idoles pour s'assurer qu'elles ne soient pas creuses. Et le remède, il est simple, se débarrasser des anciennes valeurs pour devenir des surhommes. Surtout qu'ils sont blonds aux yeux bleus. Si t'es en train de sous-entendre qu'il était amateur d'uniforme Hugo Boss, c'est totalement faux. C'est une idée qui a longtemps eu la vie dure, mais qu'il nous faut débunker. Tout comme beaucoup de on-dit sur sa pensée. Rapidement, on n'est pas là pour faire court. Au final, il est important de se rappeler que les philosophes les plus détestés sont parfois ceux qui ont osé remettre en question les fondements de la société, de la morale ou de la pensée de leur époque. Leur travail controversé a souvent provoqué des débats profonds qui ont enrichi la réflexion collective. Que l'on soit d'accord ou non avec leurs idées, ils ont marqué l'histoire de la philosophie. Un immense merci à CyberGhostVPN de nous soutenir. Restez sereins et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois. Garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Le lien est en description. Philosopher, c'est souvent déranger, provoquer et finalement faire évoluer notre compréhension du monde.